Voilà, bonjour ou rebonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette quatrième conférence dans le cadre de Cyclo, l'édition Toulouse 2022. Merci pour votre présence. Je vous rappelle que nous allons clôturer cette journée sur cette thématique de l'eau dans le domaine de la coopération internationale et en tant que vecteur économique, avec une table ronde pour des regards croisés sur l'accompagnement des acteurs français en faveur de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans des pays en développement. Alors comment faire de la coopération internationale un vecteur économique? C'est ce dont vont nous parler nos invités, que j'invite sans plus tarder à rejoindre cette estrade. Madame Nicole Miquel-Belot, qui est conseillère municipale déléguée et conseillère métropolitaine, et c'est à ce titre, en tant que présidente de la commission eau et assainissement et déléguée à la loi Oudin, que je vous propose de nous rejoindre. Madame Miquel-Belot, merci pour votre présence. Madame Karine Rovira, qui est élue en charge de la coopération et de la solidarité internationale au SICOVAL, qui présentera sa structure dans un instant, j'imagine. Monsieur Pascal Bourreau, qui est vice-président de Réseau 31, en charge de la coopération internationale. Merci Monsieur Bourreau pour votre présence. Je vous laisse vous installer de ce côté si vous le voulez bien. Monsieur Sylvain Boucher, qui est président de Pôle Aqua Vallée, membre du réseau France Water Team. Et nous avons théoriquement, mais je me tourne vers la régie pour ce faire, ou nous aurons peut-être dans quelques instants, Madame Valérie Baïch, qui est déléguée aux relations extérieures à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui devrait ou qui pourrait nous rejoindre en visio en direct de Dakar, au Sénégal, où elle participe au 9e Forum mondial de l'eau. Donc ce serait une première pour Cyclo que ce duplex international. C'est ce que nous vérifierons tout à l'heure. J'attends les instructions de la régie pour en savoir plus en temps utile. Alors merci, mesdames, messieurs, pour votre présence. Merci pour vos témoignages par avance que nous allons consacrer à cette solidarité internationale autour de l'eau. Et à l'occasion d'un premier tour d'horizon, je vais vous proposer de planter un petit peu notre décor et parler de ce contexte de la solidarité internationale, notamment des possibilités offertes par la loi Oudin-Santini, que vous connaissez parfaitement, Madame Miquel-Belot. C'est pourquoi je vous proposais de commencer. Et donc le champ des possibles en matière de solidarité internationale quant à l'eau. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonjour à tout le monde. Donc, en effet, la loi Oudin-Santini, c'est une loi qui a été votée en 2005 et qui permet aux collectivités locales ainsi qu'aux agences de l'eau de pouvoir mettre entre 0 et 1% des recettes sur l'eau dans un compte à part que l'on peut utiliser uniquement pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Je précise que c'est à l'eau potable, c'est pas pour l'agriculture, et à l'assainissement dans des pays qui sont fléchés par la loi Oudin et Santini, qui sont donc des pays en voie de développement. Oui. C'est une loi franchement hyper intéressante parce qu'on peut l'appliquer de 3 façons différentes. Vous pouvez travailler avec la loi Oudin en tant que coopération décentralisée. Vous pouvez le faire en tant qu'association du territoire qui travaille avec les pays en question, ou au contraire sur le volet urgence. Nous, à la métropole de Toulouse, on a appliqué cette loi Oudin-Santini à partir de 2016 et on a choisi de prendre dans cette fourchette de 0 à 1%, 0,5%. Donc 0,5% de nos factures à eau qui est mis à part pour la solidarité internationale dans le cadre uniquement de l'accès à l'eau et de l'assainissement. Cela représente un budget de quel ordre pour information? À peu près, on va dire 150 160 000 euros par an. D'accord. D'accord. Et on va travailler, nous, sur les 3. C'est-à-dire qu'on a décidé de l'appliquer pour la coopération décentralisée, pour les associations toulousaines et pour l'urgence. C'est une loi hyper intéressante, tout simplement. Pourquoi? Parce que moi, je suis une fanatique de la loi Oudin, je vous l'ai dit. Je fais de la publicité parce que si toutes les collectivités et toutes les agences de l'eau se donnaient le mal de l'appliquer, ça ne coûte 0 € sur la facture des citoyens. Ça n'a pas d'impact pour les citoyens. Par contre, à chaque fois, ça nous permet tout simplement de permettre l'accès à l'eau et à l'assainissement dans ces pays-là. Je ne vais pas vous faire un petit dessin. On dit toujours que les futures guerres, elles seront pour l'accès à l'eau. Et donc, grâce à cette loi, si tout le monde l'appliquait, on aurait beaucoup moins de problèmes d'accès à l'eau, notamment en Afrique. Et c'est pour ça que nous, on est très fortement impliqués par rapport à la loi Oudin sur la coopération à Saint-Louis du Sénégal. Je pourrais vous expliquer d'autres choses tout à l'heure. Parce que, voilà, à partir de là,
on arrive à résoudre un des gros problèmes de l'Afrique, et pas que de l'Afrique. Vous verrez qu'on peut le faire aussi en Asie, en Afrique, en Asie, pardon, au Népal, etc., etc. Merci beaucoup, Madame Mickaël Belot. Alors, il y a une chose que je n'ai pas précisée, c'est que bien entendu, on ne travaille pas tout seul sur la loi Oudin. Sur la loi Oudin, on va travailler bien entendu avec avec Veolia, qui est notre partenaire avec PSO, bien entendu, hein, qui est un partenaire vraiment très très important, justement parce qu'ils sont là pour développer la loi Oudin, avec l'AFD, avec le ministère des Affaires étrangères, etc., etc. On ne travaille jamais tout seul, on est avec une multitude. Et bien entendu, puisque je sais que tout à l'heure vous aurez certainement la liaison avec Dakar, avec l'agence de l'eau. L'agence de l'eau peut très bien mettre de son côté uniquement et partir seule, ou partir avec nous. Voilà, il y a tout un ensemble de projets qu'on a fait à deux, par exemple sur Saint-Louis du Sénégal. Il y a Veolia, il y a l'agence de l'eau et il y a Toulouse Métropole. Et on travaille ensemble. C'est multipartenarial et c'est pour ça que cela fonctionne. Enfin, cela fonctionne d'autant Absolument. mieux dans ce contexte. L'intérêt, c'est que la somme gonfle au fur et à mesure. Oui, parce plus, que elle est cumulative. Voilà, c'est cumulatif. Chacun arrive avec une somme. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher le maximum de partenaires pour avoir un budget très conséquent qui permette justement de faire bien l'accès à l'eau et à l'assainissement. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Avant de revenir vers vous pour nous en dire un petit peu plus sur les projets justement que vous portez, que vous animez dans les différents secteurs géographiques que vous venez d'évoquer, je vais proposer de commencer dans cette deuxième séquence des réalisations, des projets effectifs. Je vais proposer à Monsieur Bourreau, Monsieur Pascal Bourreau, vice-président de Réseau 31, en charge de la coopération internationale, de nous faire part de ses premiers retours d'expérience, de premières illustrations en matière de solidarité internationale. Quels sont vos projets? Voilà, concrètement, je vous propose de nous aider à toucher du doigt un petit peu, à matérialiser les choses telles qu'elles existent sur le terrain. Oui, bien sûr. Le Réseau 31, c'est une structure, un syndicat mixte ouvert qui gère l'alimentation en eau et l'assainissement pour à peu près 480 000 personnes sur le département de la Haute-Garonne. Et récemment, nous est venue l'idée de nous engager dans la coopération internationale, justement avec des pays d'Afrique. Pour ce faire, nous avons contacté l'ACAD, qui est l'association de coopération entre acteurs de développement, qui nous a proposé de participer à des démarches en cours sur le territoire africain. Et notre attention s'est portée plus particulièrement sur la commune de Diama, qui est tout près de Saint-Louis du Sénégal, d'ailleurs, donc sur le Sénégal, dans le Sénégal, pardon, le long du fleuve Sénégal. Alors, le fleuve Sénégal, c'est un fleuve de 2000 km, qui a une problématique particulière, puisqu'il se termine en delta et avec une remontée des eaux salées qui conduisait à de grosses difficultés pour continuer l'irrigation des cultures, parce que les remontées d'eau saline se produisaient jusqu'à plus de 200 km à l'intérieur des terres. La commune de Diama a construit un barrage, il y a bientôt une trentaine d'années environ, pour justement empêcher l'eau salée de remonter en période d'étiage. Et aussi pour gérer les quantités d'eau importantes qui arrivaient pendant la période des précipitations. Et ils ont maintenant besoin de travailler, d'améliorer le système d'adduction d'eau et le système d'assainissement. En conséquence, on a souhaité faire partager un peu l'expérience qu'on a pu mener sur le territoire haut-garonnais, y compris dans les travaux qui ont été effectués très récemment dans le projet Garonne-Amont du Conseil départemental de la Haute-Garonne, afin de préserver la ressource à la fois en quantité et en qualité. L'idée a été de travailler avec eux en partenariat, donc avec la commune de Diama et aussi avec l'ARD, qui est l'agence régionale de développement qui couvre le nord du Sénégal, afin d'élaborer avec eux un travail d'abord de repérage des besoins et d'échange entre acteurs, en faisant œuvre de coopération pour aller vers une amélioration de la situation sur tout le territoire de Diama.
Merci beaucoup. Vous y reviendrez si vous le souhaitez, évidemment, si vous souhaitez nous illustrer plus avant ce projet. Madame Rovira, je me tourne vers vous parce que, à contrario de Réseau 31 qui débute, si j'allais dire en tout cas, qui vient d'initier des programmes, un premier programme de coopération, vous avez, pour ce qui vous concerne, avec le SICOVAL, vous êtes impliqué de longue date finalement dans la coopération internationale et vous portez notamment plusieurs projets. Alors quels sont-ils pour les principaux? Je ne sais pas si nous pourrons faire l'inventaire exhaustif, mais pour les principaux d'entre eux en tout cas, et quel pays ou quelle région du monde concerne-t-il? Alors en effet, le SICOVAL, qui est donc une intercommunalité de l'Est toulousain, qui regroupe 36 communes, est impliqué dans la coopération internationale depuis 2012. Et nos projets sont également dans la région de Saint-Louis. Nous accompagnons 2 communes de la région de Saint-Louis, Dieben-Gandiol et Gandon, et une commune de Guinée, Labé. Et alors, un peu comme ma collègue de Toulouse Métropole, nous accompagnons des projets d'accessibilité à l'eau, bien sûr. Nous travaillons avec des ONG locales également, le partenariat en particulier, qui nous accompagne sur le PAEMS, le programme d'accessibilité à l'eau en milieu scolaire. Nous apportons l'eau, nous apportons notre concours pour que l'eau arrive dans certaines écoles. Donc, ça se caractérise par des puits, en l'occurrence. Des latrines, construction de latrines également, parce que l'assainissement, l'eau et l'assainissement, c'est aussi l'accès à des latrines, à des cases de santé, des centres de santé. On travaille un petit peu dans tous ces domaines. Merci beaucoup Madame Rovira. Madame Bèche, j'aperçois, je viens de constater que vous nous avez rejoint. Nous vous apercevons sur nos écrans. Je vous demande, d'abord je vous souhaite la bienvenue. Je rappelle que vous êtes en direct de Dakar où vous participez au 9e Forum mondial de l'eau. Et nous parlons beaucoup du Sénégal depuis quelques minutes. Et si vous le permettez, nous allons terminer ce tour d'horizon des différents projets portés par les uns et les autres. Je vais revenir vers Madame Mickaëlle Belot qui justement allait nous en dire un petit peu plus sur les projets portés par la métropole toulousaine. Et puis je reviendrai vers vous, notamment vous avez déjà été cité pour ce qui concerne l'Agence de l'eau comme un partenaire potentiel et important dans le cadre de ces projets de solidarité et de coopération internationale. Madame Mickaëlle Belot, qu'est-ce qui explique ce tropisme pour le Sénégal en particulier? Ça remonte à des relations particulières avec le Sénégal, surtout avec Saint-Louis du Sénégal. Vous savez qu'on a une très longue histoire entre la France et Saint-Louis du Sénégal. C'est pas pour rien que notre président y est allé il n'y a pas si longtemps encore. Et comme il y a une montée des eaux de mer assez violente en ce moment, il y a pas mal de travail à faire. Nous, on est concentrés toujours avec cette loi Ouda sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, comme je le disais tout à l'heure. Et on a beaucoup travaillé avec l'Agence de l'eau à Saint-Louis du Sénégal. Notre idée, c'était tout simplement de raccorder un ensemble de quartiers très isolés et très pauvres qui sont à l'extérieur du centre-ville de Saint-Louis du Sénégal. Et c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'on s'est aperçu, par exemple, que quand vous voyez une mare d'eau quelque part, on va prendre des exemples classiques, c'est quand vous voyez une mare d'eau quelque part, vous regardez puis vous vous dites, tiens, pourquoi les enfants jouent dans cette mare d'eau? Je vois pas très bien, pas très loin d'une école, mais je comprends pas très bien. C'est tout simplement que vous avez un débordement de ce qui retient l'eau des latrines à ce moment-là. Donc ce qu'on a voulu faire ensemble, c'était tout simplement de faire en sorte de raccorder systématiquement toutes les écoles. Je deviens très très connu à Saint-Louis, ainsi que Monsieur Joël Marty de l'Agence de l'eau, parce que dans toutes les écoles, vous avez maintenant un panneau qui remercie l'Agence de l'eau et Toulouse Métropole pour en effet avoir permis tout simplement à des enfants d'être scolarisés normalement, aux petites filles de pouvoir aller à l'école sans problème parce que elles manquaient l'école. Et à cause de ces problèmes d'insalubrité qui existaient, beaucoup d'enfants manquaient l'école. Et vraiment, les professeurs sont radieux qu'on continue à travailler là-dessus. Ça, c'est un élément. On ne va pas le diffuser. Tunis, avec lequel on est aussi en coopération décentralisée, nous a demandé de faire le même type de travail. Donc là aussi, on est impliqué sur les écoles, mais ça nous va bien parce qu'on trouve qu'en effet, c'est le rôle d'une collectivité aussi d'aider ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire d'eux-mêmes. Alors, je vais prendre d'autres exemples parce qu'on n'est pas que là-dessus. On est très présent à Ramallah aussi. Alors là, c'est quelque chose de très exceptionnel. On est vraiment sur de l'innovation. On ne sait pas très bien si on va arriver jusqu'au bout, mais en tout cas, on y est à fond. C'est-à-dire, on travaille sur une station d'épuration à Ramallah, dans les territoires palestiniens donc, et on a eu plusieurs projets qu'on a laissés de côté parce que pour x, y raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, c'est des raisons techniques, et on a décidé finalement de s'orienter sur le volet social.
en commun avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous avez tout un ensemble de boues, bien sûr, qui sont produites. Ces boues, vous imaginez bien, je pense chacun d'entre vous, que c'est plutôt malodorant et c'est plutôt d'une couleur pas très sympathique. Et vous allez me dire, qu'est-ce que vous allez faire de ces boues? Nous, on veut les réutiliser dans l'agriculture et pour aider justement en les mettant sur les champs. Vous allez me dire, on ne va pas utiliser ces boues-là. Bien sûr que non. Donc on est en train de travailler sur du séchage de ces boues qui vont être transformées en granulés. Et à partir de ces granulés, on va pouvoir en effet travailler avec l'agriculture. C'est révolutionnaire. Ça n'a pas encore été fait, notamment dans les territoires palestiniens, mais pas uniquement. Donc là, il y a tout un travail d'innovation. C'est aussi le rôle d'une collectivité, c'est d'aller plus loin et d'amener de l'innovation. Ça permet aux agriculteurs de pouvoir mieux travailler sur leurs terres, puis surtout, ça va abaisser le coût du transport, parce qu'à la place d'avoir 25 camions qui vont partir, forcément, vous allez en avoir moins et donc beaucoup moins de pollution sur l'environnement. Donc ça, c'est un autre projet. Un autre projet, j'essaie de vous prendre que des projets un peu différents, en coopération décentralisée, on verra après sur le reste. En coopération décentralisée, c'est le travail qu'on a fait sur le Maroc, à Casablanca, avec l'AIMF et avec Bordeaux. Parce que là aussi, c'est une volonté de travailler ensemble. Parce que, comme on dit toujours, à plusieurs, on va plus loin. Hein, ça paraît relativement évident. Mais là, ça permet à chacun d'amener aussi sa spécificité et sa compétence. Le roi du Maroc a décidé à un moment donné de carrément détruire toutes les bidonvilles qui étaient autour de Casablanca. Et puis, il s'est aperçu qu'il y avait une partie des bidonvilles qui étaient en dur, mais qui étaient en fait installées sur des terres qui n'appartenaient pas aux gens qui s'étaient installés. Donc ceux-là, il les a gardés. Et il nous a dit, par rapport à ça, nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous aidiez à faire en sorte que cette population, qui normalement ne devrait pas se trouver là, mais je vais faire en sorte qu'elle se trouve là et qu'elle ait la possibilité d'y être, vous fassiez l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et donc là, on a travaillé à 3. Toujours pareil, il faut pouvoir faire en sorte d'amener l'eau et puis surtout de coordonner l'assainissement de tous ces quartiers autour de Casablanca. Ça, c'est pour la coopération décentralisée. Oui, alors si vous permettez, on reviendra. Oui. Si vous permettez, moi je voudrais saisir l'occasion que la connexion avec Madame Baïch soit stable jusqu'à présent. Monsieur Boucher, je ne vous oublie pas, mais pour les mêmes raisons, je vous propose d'entendre Madame Baïch tant que la connexion est effective. Madame Baïch, vous nous entendez bien ? Vous nous entendez? Alors j'espère que nous vous entendons. Nous n'avons pas encore entendu votre... Je vous entends, je ne sais pas si vous m'entendez. Ça y est, on vous entend très très bien. Voilà, donc je vous laisse rebondir. Donc Madame Mickaëlle Belot nous a très bien expliqué tout à l'heure le contexte favorable proposé par les dispositifs comme la loi Oudin donc pour porter ce genre de projet et financer ce genre de projet. Vous avez été cité comme partenaire quasi incontournable ou en tout cas indispensable à certains projets. Je vous laisse nous dire quel est l'engagement des agences en la matière, l'agence de l'eau Adour-Garonne en particulier, parce que j'imagine que vous êtes déjà partenaire de certains projets qui ont été évoqués jusqu'à présent. En fait, la loi Oudin-Santini, elle a aussi ouvert la porte pour les agences de l'eau à la solidarité internationale, puisque jusqu'à la loi Oudin-Santini, il n'était pas possible pour une agence de l'eau d'aller financer des projets qui n'étaient pas sur son territoire, qui n'étaient pas sur son bassin. Donc avec la loi Oudin-Santini, on a le cadre réglementaire qui permet effectivement de dédier des financements à des projets à l'étranger. Et on a aussi du coup les moyens budgétaires, puisque toutes les agences de l'eau du coup ont dédié une ligne de leur programme d'intervention, un budget, sur ces opérations à l'international. Depuis 2005, progressivement, les agences de l'eau sont montées en puissance sur l'accompagnement de ces projets, avec effectivement une attention particulière aux projets portés par les collectivités, puisque l'ADN de la loi Oudin, c'était bien de permettre à des collectivités territoriales de s'engager dans des projets au sud. C'est la raison pour laquelle les taux de subvention des agences de l'eau sont toujours plus intéressants lorsque le projet est porté par une collectivité que quand il est porté par une association. Parce qu'on peut effectivement valoriser et encourager l'intervention des collectivités. Donc effectivement, aujourd'hui, les 6 agences de l'eau mobilisent le 1% dans son entièreté. On est au plafond des aides possibles en termes de montant budgétaire. Hein, donc ce 1%-là, les agences y sont, ça représente à peu près 15 millions d'euros par an. D'agences de financement de projets dans les pays du Sud. Donc ce qu'on finance, c'est comme les élus viennent de le décrire, hein, c'est de l'accès à l'eau potable, c'est de l'accès à l'assainissement, c'est aussi de l'éducation à l'hygiène, de la sensibilisation à la prévention des maladies hydriques. Et puis une partie importante aussi pour les agences de l'eau que nous sommes et qui avons l'habitude d'une gouvernance de bassin
depuis plus de 50 ans dans nos territoires en France. On finance aussi la mise en place de services publics de fourniture d'eau potable et d'assainissement. Donc il y a la partie gouvernance aussi qui est importante sur comment, au-delà des infrastructures, on finance aussi de la formation, des compétences et un véritable service qui va assurer la pérennité de l'accès aux services d'eau potable ou d'assainissement. Voilà, donc ça c'est la démarche générale que les 6 agences partagent, avec chacune des politiques propres, avec des pays prioritaires ou pas, avec des taux d'aide un peu différents. Mais la philosophie générale, c'est de s'inscrire pleinement dans ce dispositif-là, de l'utiliser à plein et surtout d'encourager les collectivités territoriales de nos bassins à développer et à porter des projets d'accès à l'eau dans les pays du Sud. Merci Madame Baïch pour ces propos et ces précisions. Vous restez avec nous encore quelques minutes. Je reviendrai vers vous éventuellement sur d'autres questions si vous le permettez. Et je rappelle que vous participez avec nous à une très grande première puisque c'est la première fois que nous sommes en duplex international dans le cadre d'une conférence cyclo, en tout cas qui fonctionne bien jusqu'à présent. Merci pour votre disponibilité avant toute chose, encore une fois. Monsieur Boucher, je vous le disais, je ne vous ai pas oublié, mais pour être complet sur ce tour de table des différents acteurs qui se sont exprimés jusqu'à présent. Vous représentez les entreprises, je vous laisse nous dire 2 mots si vous le souhaitez sur le pôle Aquavalley et France Water Team pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Les entreprises qui sont de plus en plus concernées, j'imagine, par l'international et c'est aussi un de leurs leviers de développement. Madame Mickaëlle Belot, tout à l'heure, a déjà cité Veolia, par exemple, comme partenaire. J'imagine que vous avez des partenaires techniques aussi dans tous vos projets innovants, notamment pour lesquels vous avez besoin, je suppose, de compétences nouvelles. Alors, je vous laisse nous préciser, Monsieur Boucher, à cette occasion, comment et sous quelle forme les entreprises participent-elles à ce genre de projet, de programme, et quel est le rôle d'Aquavalley, du pôle que vous dirigez, que vous présidez. Peut-être en premier propos, décrire ce qu'est Aquavalley. Donc Aquavalley, c'était à l'origine un pôle de compétitivité qui était mis en place sur l'ensemble du territoire sud méditerranéen, de la région sud jusqu'à l'ancienne région Midi-Pyrénées, maintenant Occitanie avec Languedoc-Roussillon, qui réunit à peu près 250 acteurs académiques, entreprises de toute taille, investis dans l'innovation, dans le développement et vers les territoires à l'international, financés par les régions, l'agence de bassin, différentes structures, les collectivités locales selon les projets avec lesquels elles travaillent. Et lors de la dernière phase des pôles, il y avait eu une démarche visant à se réunir entre 3 pôles de compétitivité français, Aquavalley, sud de la France, Dream, Centre Val-de-Loire et Hydreos, région Grand Est, pour former un pôle national qui s'appelle France Water Team, dont le siège est à Montpellier et qui réunit, bon an, mal an, à peu près 500 acteurs du domaine de l'eau, académiques, entreprises. Comment les entreprises s'investissent-elles? Alors, avant de parler sur la partie qui est l'objet de la conférence, peut-être parler sur l'internationalisation en tant que telle. C'est vrai qu'il y a un effort très important sur le fait d'aller à l'international pour être présent sur de nouveaux marchés. Et ça suppose d'être dans un système qui permet de mieux comprendre comment fonctionne chacun des pays. Et ça passe, j'ai envie de dire, par 4 axes de travail. Le premier, c'est nouer des partenariats. Et des partenariats structurés avec des clusters existants dans ces pays avec lesquels il soit possible d'échanger pour mieux comprendre les dynamiques propres à chacun des pays. Alors nous en avons 8 vivants actuellement. Il y en a 6 qui concernent des pays en développement, États-Unis, Singapour, Angleterre, Pays-Bas. Il y en a 2 qui concernent des pays en développement, l'Association africaine de l'eau et l'Association iranienne de l'eau et de l'assainissement, avec lesquels nous échangeons, exprimons les bonnes pratiques et surtout recueillons leurs demandes d'information et d'accès à différents organismes français, financeurs ou pouvant les accompagner. Oui, ça, c'est un premier axe de travail. Vous avez parlé des États-Unis, Singapour comme pays en développement, mais vous vouliez dire non, j'ai développé. Oui, d'accord, c'est ça. Oui, pour qu'on ne... Il n'y ait pas de confusion. Absolument. Un autre de travail, c'est de travailler les pays au sein du collectif que représentent les entreprises avec la région et au premier rang, au niveau de la région, l'agence de développement économique, ADOC, et le fait d'identifier un certain nombre de pays dans lesquels les entreprises du collectif peuvent trouver un champ d'expansion, de travail et donc faciliter, comme c'est le cas par exemple sur le Maroc en profitant de l'implantation de la maison régionale à Casablanca, d'un poids d'appui pour mieux comprendre les dynamiques du pays, les attentes du pays et donc être plus pertinent dans les propositions qui sont faites. Parce qu'il y a des propositions économiques qui correspondent à celles des pays développés ou les attentes techniques telles qu'elles existent en France par exemple.
Mais les solutions techniques, elles peuvent aussi être construites et adaptées au contexte de chacun des pays en fonction de leur histoire et de leur culture et de leur situation économique. Et beaucoup d'entreprises sont investies au sein du collectif sur cette double approche des solutions pour les pays développés, des solutions pour les pays en développement ayant une nécessité de solutions plus contextualisées, je dirais. Donc un travail avec l'agence ad hoc, un travail au sein du club international François Tortib, un travail au sein du groupe de travail international au sein d'Aqua-Valley, et en lien avec le comité stratégique de filière de l'eau, qui réunit l'ensemble des acteurs de l'eau au niveau national à Paris. Un troisième axe de travail, c'est l'organisation et la mutualisation d'informations, d'opportunités de rencontre au sein du collectif avec les donneurs d'ordre, par l'accueil de délégations. Nous avons accueilli à plusieurs reprises des délégations étrangères. Nous avons facilité et aidé certaines structures. Alors je dirais, par exemple, l'accueil de délégations étrangères en lien avec Business France. J'évoquerai l'accueil d'une délégation brésilienne qui cherchait des solutions. Même chose avec l'AFD. L'installation à Montpellier de la chaire Eau pour tous, AgroParisTech Suez. Et c'est particulièrement intéressant parce que cette chaire, elle vise à former des cadres des pays en développement sur la maîtrise du cycle de l'eau dans leur pays. Donc c'est vraiment une acculturation sur les méthodes, les pratiques, les méthodologies, les process, l'histoire, sur la façon dont se met en place une démarche vertueuse sur l'eau et l'assainissement. Et donc c'est une démarche de formation, donc qui vise à ancrer dans la durée une démarche de transformation. La présence sur des grands salons internationaux, et parmi ceux-ci, l'Association africaine de l'eau, et actuellement le Forum mondial de Dakar, où une délégation de 12 entreprises françaises est présente, et parmi ces 12 entreprises, 7 représentant le collectif d'Aqua-Valley. Puis un dernier item, parce que ce que je viens d'évoquer, c'est la région, le collectif régional ou le collectif national qui se positionne sur ce développement à l'international. Mais il y a aussi des démarches qui sont financées par l'Europe. Et nous sommes investis dans un projet européen, alors désolé pour l'acronyme, European Water for LSD, qui est en fait un collectif de plusieurs clusters européens dans une stratégie d'internationalisation visant l'Afrique de l'Est et l'Amérique du Sud. Donc vous voyez, il y a un champ des possibles qui est assez large, qui vise à faciliter une bonne compréhension de ce que sont les principaux drivers de chacun des pays et de pouvoir, par rapport à cela, être pertinent sur les solutions techniques et l'approche commerciale par rapport à ces pays. Merci beaucoup, Monsieur Boucher, pour ces premiers éléments. Madame Mickaëlle Bello, je reviens vers vous. Je vous ai interrompu tout à l'heure alors que vous étiez en train de passer en revue l'inventaire de vos nombreux projets. Alors justement, pas tout, mais je vais vous proposer effectivement d'être relativement synthétique en nous citant ceux que vous aviez laissés en souffrance jusqu'à présent, avant de vous interroger sur d'autres axes. Ok. Je vous ai parlé pour l'instant de la coopération décentralisée, oui, où on est sur 6 projets. J'en ai développé que quelques-uns. Après, je vous ai dit, on peut aussi travailler avec les associations du territoire qui ont des projets sur les pays de l'Afrique ou de l'Asie, etc. Alors, je vais vous en citer un pour rebondir sur ce que monsieur vient de dire. Par exemple, Pharmacie Humanitaire Internationale, qui est présente au Kenya et qui est très intéressante tout simplement parce qu'elle va utiliser une association, non, une entreprise, pardon, hein, je sors du Covid, alors des fois ça se bouscule en haut. Une entreprise qui s'appelle Sun Water Life, qui est une entreprise toulousaine, qui a inventé une valise, moi j'appelle ça une valise, qui permet tout simplement de purifier l'eau et de pouvoir rendre une eau, par exemple d'une rivière, je l'ai vu fonctionner, d'une eau d'une rivière, tout simplement propre à être buvable par les populations. Et je peux vous garantir que quand vous installez ça à l'intérieur d'un village éloigné de tout, et qu'en 3 minutes, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent venir avec leur bidon, ils n'ont plus besoin de faire des kilomètres pour aller chercher l'eau. Et là, c'est justement une coordination, cette fois-ci, entre la collectivité, une association et une entreprise. Et c'est ça qu'on essaye de développer. Mais des fois, il n'y a pas d'entreprises qui sont là. Je peux vous citer, parce que j'aime bien citer des choses qui sont quand même assez incroyables. Il y a une association qui a été montée par un migrant. Un migrant qui est arrivé en France il n'y a pas très longtemps. Il arrivait de Côte d'Ivoire. Il a été pris en charge par une famille d'accueil à l'intérieur de Toulouse. Et à partir du moment où il s'est senti mieux, où il a eu un petit boulot, je dis bien un petit boulot, c'est pas un boulot, un petit boulot, il a dit, moi maintenant je m'investis pour mon village, parce que j'ai réussi à venir, mais maintenant je veux leur permettre d'avoir accès à l'eau, parce qu'ils n'ont jamais eu l'eau de leur vie.
Et donc, bien entendu, ils sont venus nous voir, on a travaillé avec eux et on a accepté de mettre en place la loi Oudin. Et j'ai un petit film qui montre la joie des villageois au moment où l'eau jaillit pour la première fois de leur vie. Personne n'avait vu de l'eau jusqu'à présent. Voilà. J'ai un autre exemple, mais je vais aller vite parce que sinon vous allez me dire que je prends trop de temps. Une autre association qui travaille avec une grosse ONG qui est Codégaz, au Népal, dans un village de montagne. Les femmes, toujours pareil, n'avaient pas du tout accès à l'eau. Elles ont décidé, et c'est ça qui est important aussi, c'est de voir l'investissement de la population sur place aussi pour pouvoir faire ça. Elles ont décidé, alors que je peux vous garantir qu'au Népal, les familles sont d'une pauvreté absolument incroyable, de sacrifier une chèvre pour pouvoir participer au financement du puits qui allait leur permettre d'avoir de l'eau dans leur village. C'est ça qui est intéressant aussi. Et tout à l'heure, j'ai pas pu vous le dire, donc je vais arrêter dans tous mes exemples. Mais il y a toujours des belles histoires comme ça. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Hein. C'est pas je tends la main, je viens vous voir et donnez-moi des sous. C'est pas ça. C'est fini ça. Aujourd'hui, on travaille vraiment avec des gens qui ont envie de s'investir sur leur pays ou dans un pays et qui s'investissent à fond avec des valeurs extraordinaires. Juste pour que vous compreniez, pour faire fonctionner la loi Oudin, on a un comité technique et un comité politique. Je l'ai pas dit tout à l'heure. Parce que vous pourriez très bien me dire, mais comment vous faites pour sélectionner toutes ces associations qui vous demandent, parce que bien entendu, il y en a qui ne seront pas sélectionnés. Ça se fait en concertation avec un certain nombre d'acteurs autour d'une table. Voilà, on a tous les grands spécialistes de l'eau, dont les services de la métropole, puisqu'on est quand même à la pointe au niveau des services de l'eau. Il y en a quelques-uns qui sont présents d'ailleurs au fond de la salle. Ou qui se sont déjà exprimés depuis ce matin. Et qui certainement se sont exprimés depuis ce matin. Et on a la chance d'avoir vraiment un pôle à la pointe de la technicité à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas du tout technicienne. Hein. Et qui font partie. Il y a PSO, il y a Veolia, il y a tous ceux qui sont partie prenante. Eux, ils nous font par rapport à tout un ensemble de critères qu'on a établis avec le PSO, mais aussi avec ce que nous, Toulouse Métropole, on veut pour faire jouer la loi Oudin. On va juger, ils vont juger, moi j'en fais pas partie, ils vont juger tous les projets qui sont déposés. Ah oui. Et en fonction de ça, ils vont me faire un retour assez intéressant, très documenté. Les évaluer, mais technique. Voilà, technique. C'est que technique. Et après, on a le comité politique qui se réunit, qui là va réunir un ensemble d'élus cette fois-ci qui sont élus. Voilà. Et nous, on va regarder par rapport à nos critères, et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on va accepter de financer tel projet, ou au contraire de leur demander de le retravailler ou de leur dire non, c'est pas possible pour X raisons. Mon dernier point, parce que j'ai dit, c'est coopération décentralisée, association du territoire, et bien entendu, il ne faut pas oublier l'urgence. Hein. Donc on fait jouer la loi Oudin Santini à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, un ouragan, des problèmes politiques. Vous pouvez l'activer également. Absolument. Et là, on ne passe pas par le comité technique et par le comité politique, parce que l'urgence, c'est urgent. Donc on essaye d'aller vite. Juste pour vous donner 2-3 exemples pour aller très vite, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Cités Unies France. Donc on abonde très souvent un fonds qui est monté par Cité Unie France pour, par exemple, un tremblement de terre. On est toujours beaucoup plus important quand vous faites ce genre de travail. On l'a fait pour l'Indonésie, pour le Mozambique, etc. On est présent, bien sûr, sur le Sahel, qui ne peut pas être présent aujourd'hui sur le Sahel quand vous parlez de solidarité internationale. On y est à Haïti, à Gaza, en Indonésie, etc. etc. Voilà, c'était pour que vous ayez bien les 3 types d'aides qu'on peut faire avec la loi Oudin. Merci pour cette précision et ces illustrations très concrète. Peut-être juste une remarque de ma part, c'est que tout à l'heure vous nous avez évoqué des budgets qui peuvent paraître à travers notre regard de citoyens européens, avec les revenus que nous connaissons et les sommes avec lesquelles nous sommes habitués à composer. Ça peut paraître modeste, mais on comprend bien que ça permet aussi de déboucher sur de très nombreux projets, puisque les investissements que vous pouvez y consacrer peuvent avoir des effets très importants, avec finalement peu de moyens dans les meilleures conditions. Madame Rovira, je reviens vers vous dans un instant, mais je vais repasser par Dakar, comme on dit dans les studios télé. Donc vers vous, Valérie Beige, si vous voulez bien, pour nous dire également quelques mots sur les projets que vous accompagnez, ou quelques exemples de projets qu'accompagne l'agence, ou qui seraient en projet ou dans les tuyaux, sans jeu de mots. Voilà, est-ce que vous voulez nous citer quelques exemples également de projets accompagnés par l'agence ou les agences? Parce que sur le stand d'un côté, il y a un concert qui vient de démarrer. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend bien. Alors, en fait, les projets qui sont financés par les agences, ce qu'il faut voir, c'est que là,
l'axe principal de notre intervention, c'est l'idée de développement. Les agences de l'eau, elles n'interviennent pas pour faire de l'humanitaire, elles interviennent pour faire de l'aide publique au développement. Ça veut dire qu'on a une préoccupation extrêmement forte sur la pérennité des équipements et des services qui sont mis en place. Donc ça, c'est un critère fort dans le choix des projets qu'on subventionne. On soit sûr que toutes les conditions sont réunies, que de manière équitable et durable, l'accès à l'eau ou à l'assainissement perdure. Il n'y a pas que des infrastructures en dur, il y a tout un ensemble de critères qui doivent être respectés. Finance, généralement, c'est des projets plutôt en zone rurale ou semi-rurale. Les projets en zone urbaine, notamment en Afrique, sont des projets qui aujourd'hui ont des budgets extrêmement importants, qui pour le coup ne sont pas périmétrés pour être financés par une agence de l'eau. Donc c'est des projets qui sont plutôt financés par l'Agence française de développement, par exemple, par l'AFD. Donc on intervient plutôt sur de la zone rurale ou semi-rurale. On a encore une très forte présence sur des projets eau potable. On a du mal à développer des projets assainissement. C'est beaucoup plus compliqué de faire des projets d'assainissement dans certains pays du globe. Donc on est systématiquement sur de l'eau potable, mais on n'a pas toujours de l'assainissement avec. Or, généralement, c'est quand même des choses qui marchent mieux quand elles marchent ensemble. Ce que financent les agences, c'est beaucoup d'équipements collectifs. L'accès à l'eau potable, c'est beaucoup d'infrastructures dans des marchés, dans des villages, dans des écoles, dans des hôpitaux, c'est-à-dire dans des endroits où on assure un usage collectif au plus grand nombre. Du coup, on permet un accès à l'eau assez facile, avec un nombre limité d'équipements à un nombre important de personnes. Donc ça, c'est quand même une caractéristique aussi de nos projets. En matière d'assainissement, les choses sont assez variées, puisque contrairement à l'eau potable, sur l'assainissement, on a parfois une barrière qui est culturelle. Il est parfois, dans certains pays du globe, assez difficile de persuader les gens que la défécation à l'air libre n'est plus la bonne solution à employer, alors qu'ils font ça depuis des générations et des générations. Et utiliser des latrines en dur, avec le processus de traitement que ça suppose, parfois se heurte à quelques blocages. Donc sur l'assainissement, on essaye aussi de faire du collectif, en installant des latrines dans des endroits où on a des marchés, des centres culturels, des centres sociaux, enfin des endroits où effectivement il y a de la circulation de population. En matière individuelle, ça marche dans certains pays, ça ne marche pas dans d'autres. Voilà, là aussi, il y a des choses assez différentes. Et ce que je voudrais dire aussi, on finance aussi ce qu'on appelle de la gouvernance et de la gestion intégrée des ressources en eau, c'est-à-dire qu'on appuie des acteurs de l'eau dans différents pays du monde, que ce soit des ministères, des choses qui ressemblent à des agences de l'eau ou à des comités de bassin, donc des organismes de gestion de l'eau. On les appuie aussi pour tout ce qui est constitution de la politique publique de l'eau, c'est-à-dire organisation d'instances de concertation, rédaction de réglementation, rédaction de schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, mise en place de comités de bassin, mise en place de systèmes d'information pour l'eau. La problématique des données et de suivi qualité de l'eau est quelque chose qui monte beaucoup dans les aides des agences. Il y a beaucoup de pays qui se dotent maintenant d'un réseau de suivi de la qualité des eaux et qui mettent à disposition ces données-là du public. Donc ça, c'est des outils aussi qu'on finance. Voilà, donc c'est un panel très très rapidement donné des types de projets qu'on finance, avec 80% de nos aides aujourd'hui qui sont sur le continent africain. Voilà, il faut quand même être conscient que l'énormité des besoins sur ce continent-là fait que plus de 80% des aides attribuées par les agences sont sur Afrique de l'Ouest et Madagascar. Merci beaucoup Valérie Bèche qui, effectivement, dans un temps, comme vous le savez, qui est très contraint nous concernant, pour faire un inventaire exhaustif de tous ces projets ou de tous ces exemples. Mais cela vous a permis quand même, me semble-t-il, s'il n'est exhaustif, de nous faire un inventaire quand même relativement détaillé du champ des possibles, comme je disais tout à l'heure, avec un certain nombre de repères qui nous permettent de bien comprendre sur quels projets les financements peuvent aller, les accompagnements, etc. C'est ce dont nous allons parler dans cette dernière partie avant de nous tourner vers le public, parce que le temps tourne très très vite, comme vous le savez. Madame Rovira, vous confirmez, vous avez peut-être vécu cela, je ne sais pas, dans vos différents projets. Madame Bèche vient d'évoquer d'éventuels blocages culturels, par exemple. Est-ce que vous avez rencontré ce type de situation? Est-ce que ce sont des choses à connaître? Alors, j'espère que vous n'avez pas touché au bouton du micro, parce qu'ils sont ouverts. Alors, on va vous ouvrir le micro. J'espère, voilà, c'est bon. Merci.
Du coup, la question. Je me demandais si vous-même avez vécu parfois des blocages, blocages. et ce type de freins, notamment des blocages culturels. En effet, ce sont des blocages qu'il faut lever et c'est pour ça qu'on passe également par l'éducation. Et les financements que nous collectons ne sont pas que de l'accès à l'eau, ce n'est pas que de l'eau qui sort d'un robinet ou d'un puits, c'est également de l'éducation, de la sensibilisation, de l'appui institutionnel pour accompagner les équipes de techniciens et les élus également à être formés, à pouvoir ensuite bien œuvrer sur leur territoire, parce que c'est quand même le but ultime. C'est des échanges entre acteurs de territoire entre le nord et le sud. Et au Sicoval en particulier, nous sommes très fiers de nos dernières avancées sur l'accueil de services civiques en réciprocité, c'est-à-dire que nous accueillons des services civiques qui viennent de nos communes partenaires en Afrique. Tout ça est financé également par nos appels à projets avec l'Agence de l'eau à Dour-Garonne ou bien le MAE. Et nous les accueillons pendant 9 mois sur notre territoire. Et ils rentrent chez eux. Déjà, ils viennent nous apporter beaucoup en termes d'interculturalité, puisqu'ils interviennent dans nos espaces jeunes, dans nos ALSH enfance. Ils participent à beaucoup de nos projets en France. Et ensuite, ils reviennent avec un certain bagage selon leurs projets personnels et selon aussi les besoins de la commune dont ils viennent. On définit avec eux un parcours et c'est très enrichissant pour les uns comme pour les autres. Et ça permet en effet que ces jeunes gens ensuite, sur place, puissent aller instruire, éduquer, diffuser la bonne parole, la bonne parole en effet, et soit partie prenante des actions qu'on peut mener avec eux sur place. Ils deviennent non plus ambassadeurs, mais de vrais acteurs finalement eux-mêmes dans ces conditions. Merci beaucoup Madame Rovira. Monsieur Bourreau, je reviens vers vous un instant pour vous interroger sur cette partie de l'accompagnement. Je ne sais pas sur qui vous vous êtes appuyé à ce stade, à ce jour, avec qui travaillez-vous sur ces projets, comment vous êtes-vous entouré en quelque sorte? Alors pour ce projet dont l'objectif est d'élaborer un plan communal d'hydraulique et d'assainissement sur le territoire de Diama, nous nous sommes d'abord appuyés sur le travail de la CAD qui est présente sur le territoire et qui en ce moment même, sur le mois de mars, est présente pour justement nouer les contacts qui vont nous permettre, avec les équipes ici présentes d'ailleurs de Réseau 31, d'aller sur le terrain au mois de mai pour déjà une première étape des démarches à entreprendre. L'objectif, c'est vraiment d'associer un maximum de partenaires pour être sûr que les besoins soient bien identifiés et aussi les ressources en eau, et pour derrière dérouler un ensemble de process qui vont permettre d'améliorer à la fois la captation de l'eau et de préserver la quantité disponible, et aussi de s'orienter, et Madame qui est là-bas à Dakar l'a bien dit, le plus difficile c'est de mettre en place des équipements de nature à améliorer l'assainissement, et tout simplement de mettre en place des dispositifs qui vont permettre l'assainissement, parce que en fait on en est là, on en est au début. L'objectif pour le Réseau 31, c'est de s'engager sur le long terme. C'est pas simplement d'élaborer avec tous les partenaires le plan communal, mais c'est vraiment de s'engager dans une action qui va permettre d'améliorer durablement les opérations, et aussi d'avoir la capacité, ici chez nous, peut-être d'utiliser des techniques qui vont nous permettre aussi d'anticiper la problématique du changement climatique. Un exemple, d'ores et déjà, au Sénégal, il y a des opérations de réalimentation de la nappe phréatique pour permettre de recharger les nappes quand on a des précipitations. On sait aujourd'hui sur la Haute-Garonne que 90% de l'eau qui est bue au robinet, elle vient des eaux superficielles. Donc c'est de l'eau des cours d'eau, de l'eau qui coule, et on a une problématique en période estivale de la quantité d'eau disponible. C'est pour ça qu'avec justement les travaux qui ont été élaborés dans le cadre de Garonne Amont, qui a duré pendant 3 ans avec un panel d'acteurs qui a apporté des idées, on va nous aussi faire en sorte de expérimentalement
d'utiliser les précipitations pour recharger les nappes afin de pouvoir utiliser l'eau en période estivale. Donc échange de bons procédés là aussi, comme voilà. le disait Madame Rovira. On est vraiment dans la coopération. Dans les deux sens. Dans les deux Merci sens. beaucoup, Monsieur Bourreau. Monsieur Boucher, dans cette partie de ce sujet de l'accompagnement, je vous laisse nous dire effectivement comment procèdent en matière d'accompagnement les entreprises que vous représentez. Qu'est-ce qu'elles offrent comme type d'accompagnement, de prestations et sur quel type de projet en particulier peut-être ? Alors, déjà, le principe, c'est faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème impliqué dans ces démarches puisse bénéficier des expertises des uns et des autres pour construire les meilleures solutions. Et ça a été esquissé à plusieurs moments. Le fait de connaître comment les choses fonctionnent à l'intérieur d'un pays, c'est effectivement plus simple pour concevoir une solution avec une valeur durable et pérenne. Ce que vous avez évoqué, la formation, la disponibilité de l'énergie, qui est une structure qui prenne en charge le nouvel équipement, tout ça, ça fait partie de la réflexion. Et c'est en même temps une réflexion entrepreneuriale. Donc le fait de travailler avec les entreprises pour l'implanter, ça ajoute une valeur additionnelle. Alors, dans ce cadre-là, je dirais, il y a ce qui peut se faire auprès des entreprises qui ont envie d'aller vers ce type de démarche, alors sachant que c'est une démarche individuelle de chacune des entreprises, que ce soit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Oudin, des fondations dont elles peuvent bénéficier pour les plus grandes, des fonds de dotation que des entreprises intermédiaires ont pu mettre en œuvre, et il y en a certaines en Occitanie qui l'ont fait, ou simplement de leur démarche RSE, faire en sorte que les échanges, les mises en contact puissent se faire pour qu'elles puissent rapidement aller vers des solutions concrètes et adaptées à chacun des pays cibles. Donc, aider les entreprises à faire. 2, aider les collectivités à faire. Donc, pour aider les collectivités, c'est jouer le rôle un peu de conseil, d'expert, de mise en relation, d'explicitation de ce que l'on a pu comprendre de la façon dont fonctionne le pays dans lequel veut aller la collectivité pour aider à construire la bonne solution et être mis en contact avec les bonnes associations, les bonnes structures pour que justement l'ensemble puisse se constituer. Il y a une troisième composante, faisant partie d'un réseau assez large, et certains noms ont été évoqués, faciliter les contacts avec l'AFD, l'Agence française de développement, faciliter les contacts avec l'Institut méditerranéen de l'eau, qui est très actif aussi sur le sujet, avec le partenariat français pour l'eau. Et donc, par ce réseautage, faciliter les bonnes interconnexions qui vont démultiplier l'action et faciliter, raccourcir le délai de mise en œuvre. Et ça aboutit à d'assez beaux résultats. Il y en a un que je voulais profiter pour évoquer, c'est actuellement sur le forum de Dakar, il y a une solution qui est présentée par un groupement d'entreprises. Notre groupement, c'est Synergo, qui est le regroupement de l'entreprise ETE, qui travaille sur la désinfection de l'eau, l'entreprise Chemdoc qui travaille sur la filtration membranaire et l'entreprise Faeson qui travaille sur la fourniture d'énergie par biais photovoltaïque, et qui, suite à une discussion qui s'est tenue, une rencontre qui s'est tenue il y a plusieurs années entre des collectivités d'Occitanie, une délégation sénégalaise et les entreprises du collectif d'Aqua-Vallée sur le salon Hydrogaia, a vu qu'il y avait une nécessité par rapport à des entités de vie d'une certaine taille, d'une solution packagée. Mais ils ont fait cette solution packagée et ils exposent actuellement sur le salon de Dakar cette solution au service justement de collectivités sénégalaises. Donc c'est cette marche en avant progressive, concevoir des solutions simples, transférables, des entreprises qui ont envie de s'investir, qui veulent en même temps faire bénéficier de leur connaissance des territoires dans lesquels, sur le plan commercial, elles vont travailler et faire un peu plus par des fondations, des fonds de dotation ou leur responsabilité sociale environnementale, c'est faire avancer ensemble de la machine. Et puis ça aboutit parfois aussi à quelques motos intéressants. Dans la discussion, il y en avait un qui vous revient en tête. Madame, vous êtes actuellement sur le Forum mondial de l'eau. Un des grands acteurs de l'organisation du forum, c'est Loïc Fauchon. Et je me souviens de Loïc intervenant à un moment donné, il y a quelques années, et lançant son motto sur l'Afrique, les tinettes avant Internet. Faisons les choix de priorité qu'il faut pour que des solutions pérennes se mettent en place et contribuent à un développement économique durable. Merci beaucoup Sylvain Boucher pour ces propos, pour ces illustrations également de ce qui peut être fait en matière d'accompagnement. Je surveille la montre, comme vous le savez, en tant que gardien du temps, pour respecter le temps d'échange que nous vous proposons pour chacune des conférences. Donc je vous invite à prendre la parole pour interpeller directement nos participants si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Mais pour ce faire, je vous invite juste à lever la main. Et voilà, madame, nous allons vous passer le micro dans un instant. Je vous laisse vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas et je vous laisse nous faire part de votre question. Michel Liot de France Nature Environnement Midi-Pyrénées. J'ai bien écouté ce que vous avez dit. Vous avez parlé de l'importance de mettre en place des solutions pérennes.
Moi, je voudrais savoir si c'est surtout du nord vers le sud ou si, au travers de toutes ces expériences, vous avez pu trouver des expérimentations qui pouvaient intéresser finalement nos collectivités et nos territoires, surtout dans le cadre du changement climatique. Par exemple, je pense aux latrines, ça fait économiser énormément d'eau. Est-ce que ça peut être possible de les mettre en place dans un contexte quelconque ici chez nous? Merci. Plusieurs d'entre vous peuvent revenir. Vous avez déjà cité quelques exemples, Monsieur Bourreau, Madame Miquel. Vous voulez revenir peut-être sur ce que vous évoquez concernant? Oui, effectivement, les opérations de coopération, c'est vraiment dans l'idée d'avoir un échange. Et comme vous l'avez dit, Madame, le contexte du changement climatique va nous imposer de changer non seulement notre regard, mais notre travail à réaliser pour maintenir une quantité, une qualité d'eau ici sur nos territoires. En conséquence, ce qui se passe en Afrique où le changement climatique est encore plus prégnant depuis déjà plusieurs années, voire plusieurs décennies, avec des périodes de sécheresse à répétition qui se sont perpétuées, peut effectivement nous inciter à changer aussi nos méthodes sur le territoire haut-garonnais et plus généralement sur le territoire d'Occitanie. Et c'est ça l'intérêt de la coopération. Et une petite précision, oui, ce qui se fait là avec Réseau 31 et qui cherche à mettre en réseau, c'est le cas de le dire, un ensemble de partenaires, ça ne pourrait pas se faire sans l'aide de l'État et de l'Agence de l'eau qui aide à 80% les dépenses qui sont réalisées pour justement mener à bien ce type de projet. Merci Monsieur Bourreau. Madame Rovira, on vient d'évoquer les latrines par exemple. Je me posais la question, je me disais quelque part, dans une conférence précédente, quelqu'un rappelait que notre aliment le plus surveillé, le plus mesuré, c'était notre premier aliment, c'est l'eau. Donc en matière de gestion qualitative, on a, je dirais, un certain bagage, certaines compétences. En matière de gestion quantitative, et notamment dans des périodes de tension ou de sécheresse notamment, est-ce qu'on a à apprendre de ces projets de coopération? Est-ce qu'on a des choses qui sont transposables sur nos propres territoires? Possiblement. C'est vrai que c'est un travail qui doit être commun, qui doit être partagé. Et en effet, je pense que ce qu'on peut mettre en œuvre dans les territoires du Sud va un jour ou l'autre malheureusement devoir être mis en œuvre chez nous. Donc là, les techniciens qui m'accompagnaient du SICOVAL sont partis. J'imagine qu'ils étaient contraints par le temps. Mais il y a aussi des échanges entre agents techniques au sud et au nord, et je pense que chacun en retire quelque chose, parce qu'en effet les Français apportent une certaine technicité qui doit être adaptée aussi au terrain, parce que évidemment amener une application super sophistiquée avec smartphone, etc., ça marche très bien en France, mais ça marchera peut-être pas au fin fond d'un village où il n'y a même pas d'électricité ni d'eau. Donc eux aussi reviennent avec des éléments de réflexion, et ensuite ils s'enrichissent de tout ça pour leur travail futur. Ouais, avec de possibles bonnes pratiques, plus vertueuses, plus économes, etc. Merci Madame Youn pour cette question. Je ne sais pas s'il y avait Mademoiselle, Madame, je vous passe le micro également. Merci de bien vouloir vous présenter, si vous le voulez bien, pour nous permettre de vous situer. Merci. Bonjour, Émilie Thiès, au cycle de l'eau de Toulouse Métropole. Je voulais savoir si vous aviez parlé beaucoup de tout ce qui est assainissement et eau potable, mais au niveau de la gestion des eaux de pluie, est-ce que vous avez des interactions avec des pays comme en Asie du Sud-Est où il y a beaucoup de cette problématique-là et qu'on risque d'avoir de plus en plus, et de savoir s'il y a des choses qui se font ou que vous avez des interactions avec eux pour justement savoir un peu comment ça se passe là-bas pour qu'on puisse impliquer ça. Parce qu'on parle beaucoup de sécheresse, mais on va aussi avoir de plus en plus d'épisodes pluvieux exceptionnels, qui le sont de moins en moins d'ailleurs. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Alors je ne sais pas s'il y a des projets dans ce cadre-là. Monsieur Boucher, à votre connaissance? Ce que je peux évoquer, c'est les partages d'informations que l'on peut avoir avec les 8 clusters internationaux que j'évoquais tout à l'heure, et notamment un qui est celui de Singapour. Singapour, c'est une particularité assez spécifique sur la planète. C'est un État qui n'a pas d'eau. Donc c'est un État d'à peu près 8 millions d'habitants. Qui en reçoit énormément. Qui est un des plus riches de la planète, faut le dire.
Le premier dossier sur la pile des priorités à traiter tous les ans, c'est le problème de l'eau. Et pour autant, il réussit non seulement à avoir suffisamment d'eau pour alimenter toute sa population, mais il en vend même à ses voisins, qui eux, par contre, ont des gisements d'eau, mais n'arrivent pas à les utiliser, voire pour certains les ont pollués. Donc oui, il y a des démarches en Asie qui se font, des démarches, je dirais, d'efficacité de la gestion dans son ensemble du cycle de l'eau, beaucoup d'intelligence qui s'est construite autour de ça. Sur les événements pluvieux, notamment les événements pluvieux violents, je dirais que c'est sans doute moins avancé. Mais il y a des nécessités et oui, il y aura certainement des avancées. Mais par rapport à votre question, ce que je mettrais sans doute le plus en avant, c'est ce qui se fait à Singapour. En tout cas, merci pour cette ouverture, madame, pour justement sur un sujet qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, mais qui peut faire partie de projets à l'avenir. Madame Rovira. En effet, oui, à la baie, la commune de Guinée que nous accompagnons, nous avons travaillé sur le curage des... le mot m'échappe. Pas des cours d'eau, vous savez, des ruisseaux, enfin pas des fosses septiques non plus. Des caniveaux. Voilà, les caniveaux, merci. Le curage des caniveaux. Oui, je suis très confuse, excusez-moi. Le curage des caniveaux, mais aussi nous participons au reboisement du bassin de Toury, qui, à force d'être défriché pour les cultures aux abords, finissait par perdre son eau de pluie. Et en fait, c'est le réservoir pour toute la communauté urbaine de la baie. Et à force de reboiser, 4000 arbres ont été plantés encore cette année. On retient les eaux de pluie et ça permet, avec le petit barrage, d'alimenter en eau toute la commune. Et à terme, si on n'avait pas fait cette démarche, je pense qu'il se serait asséché. La situation aurait été beaucoup plus complexe. Merci beaucoup, merci pour cette question. Y en avait-il d'autres? D'autres mains se seraient-elles levées pendant nos échanges? Pas de questions particulières. Je vais poser une dernière question, si vous le voulez bien, à Madame Mickaëlle Belot, parce que vous m'avez particulièrement intéressé tout à l'heure avec le projet de Ramallah et d'utilisation de déjection ou de boue pour en faire un usage agricole. Alors vous avez parlé de granulés, vous avez parlé de dessiccation, j'imagine, enfin vous n'êtes pas rentré dans les détails techniques. J'imagine qu'en termes d'accompagnement, vous avez besoin de partenaires pointus en la matière. Alors est-ce que c'est de la pure recherche et développement ou est-ce que vous avez des entreprises qui sont d'ores et déjà compétentes sur ces sujets? C'est pour l'instant de la recherche et développement, mais on a des entreprises bien entendu qui travaillent avec nous, avec des techniciens qui sont aussi, vraiment, oui, bien entendu. Et on va récupérer pour la question qui était posée tout à l'heure. C'est évident qu'on est nord-sud, mais qu'on est sud-nord aussi. Hein. On n'oublie jamais cette partie-là, on apprend énormément. En fait, quand on est sur le terrain et qu'on voit la façon de travailler qui est très différente de celle qu'on a chez nous. J'en profite avec votre exemple pour dire, tout à l'heure, vous posiez la question sur un choc culturel. Là, le choc culturel, il est total. C'est notre gros problème. Et on est en train de travailler avec les services là-dessus. C'est tout simplement quoi? La boue, c'est impur. Ah oui, on est avec une religion musulmane. Vous mettez de l'impur pour faire de la nourriture. C'est pas possible. Oui, oui. Donc là, on est en plein dessus. C'est pour ça que je dis que c'est révolutionnaire ce qu'on est en train de faire à ce niveau-là. Et bien entendu, tout ce qui est formation. Et en ce moment, notre projet et la loi Oudin est particulièrement, uniquement sur la formation. On est obligé de passer sur cette partie-là pour arriver à faire comprendre l'intérêt après. Parce que tout le côté technique, on sait faire. Mais si on n'est pas capable de s'adapter au niveau de la façon de raisonner des pays, ça ne sert à rien. Merci beaucoup, Madame Mickaëlle Belot. Monsieur Boucher, un dernier mot, si vous voulez bien, puisque nous sommes vraiment à l'issue de notre conférence. En complément de ce qui a été dit, je dirais que les solutions techniques, elles existent en France. Les entreprises les mettent en œuvre dans un cadre réglementaire qui est celui de la France et elles existent. La principale difficulté, c'est les mettre en œuvre dans le contexte d'un autre territoire avec une problématique de formation, le fait que s'il faut faire une opération de maintenance, les équipes qui ont conçu, elles sont en France, et les équipes qui exploitent, elles sont sur le terrain là-bas. Et pas forcément formées. Et c'est pas nécessaire. Même en étant formé, par rapport à certains sujets, pour réagir sur votre remarque sur les ordinateurs, pouvoir télégérer à distance, ça peut aider, de façon à pouvoir accompagner les équipes sur place pour qu'elles sachent faire. Et donc ça oriente vers certains choix plutôt que d'autres choix, et puis le faire dans un contexte où, oui, il faut former les gens, il faut trouver des solutions d'énergie, parce qu'on oublie souvent, mais pour les solutions techniques que l'on met en œuvre, il faut de l'énergie. Et dans ces pays, il n'y a pas toujours d'énergie disponible. Donc c'est concevoir une alimentation énergétique, le photovoltaïque, l'éolien que j'évoquais tout de suite dans une solution packagée, ou un groupe électrogène ou autre chose, mais qu'il y ait de l'énergie pour faire, et que tout ça se fasse dans un système où ce qui est installé, il faut que ce soit fait pour que ce soit intégré dans la vie des habitants,
que ce soit une démarche qui a une vocation sociale, je dirais même sociétale, que ce soit une évolution du mode de vie, et donc que ça s'appuie sur une démarche vertueuse, économique à l'échelle du territoire, pour que, une fois les équipes parties, les gens sur place se l'approprient totalement et que ça devienne leur objet. Madame Mickaëlle Belot, je vais vous laisser Oui. le mot de la fin, mais ce sera vraiment la dernière intervention. Je suis désolée, mais je suis Vous savez, passionnée par Comme dans ça. les grandes émissions de télé, il nous faut Oui. rendre l'antenne à un moment Je donné. sais. Hein. Non, mais ce qui est important justement, c'est qu'il faut qu'il y ait une appropriation par la population. Et très souvent, on arrive avec des systèmes techniques qui ne correspondent absolument pas à ce qui se fait dans le pays. Si on veut, par exemple, creuser un puits, vous arrivez avec nos machines qu'on a en France, et ben votre puits, il marchera pas dans les 6 mois qui suivent ou dans l'1 an qui suivent. Tout simplement pourquoi ? Parce que la population ne se sent pas partie prenante, ça ne correspond pas à leur façon de fonctionner, et dans ces cas-là, votre puits, ça ne servit à rien. Donc en effet, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, on est sur des projets pérennes, pas sur du one-shot, ça n'a aucun intérêt. C'est l'un de vos premiers critères Voilà. d'orientation et Oui, d'engagement. oui, oui. Ouais. Et la deuxième chose, je voulais le préciser, parce que quand même, on est une collectivité territoriale, on ne peut pas faire tout seul. Donc on est en permanence en train de chercher des partenaires. Et quand tout à l'heure, je vous ai donné une somme qui était de 150 000, en fait, on est sur des projets grâce à tous nos partenaires qui sont autour d'1 million d'euros. Ça n'a plus rien à voir. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler et qu'on fait de la solidarité internationale. Une collectivité, elle n'est pas là pour faire uniquement toute seule et on n'a pas les moyens de le faire. En tout cas, merci, merci beaucoup, Madame Mickaëlle Belot, parce que Covid ou pas, merci pour votre Ah oui. enthousiasme communicatif. Hein. C'est le moins que nous puissions dire. Merci, Madame Rovira, pour votre témoignage également. Merci, Monsieur Bourreau, merci, Monsieur Boucher. Et un merci tout particulier à notre intervenante à distance, au sens propre, au sens figuré. Madame Baïch, merci pour votre disponibilité encore une fois. Et puis, bon travail dans le cadre du Forum de l'eau, où vous nous représentez très bien, j'imagine. Vous représentez très bien votre région, l'agence, le bassin Adour-Garonne. Merci beaucoup pour votre participation et merci à notre public présent, à qui je vais proposer de gratifier de quelques applaudissements nos intervenants qui ont bien voulu se prêter à cet exercice et répondre à vos questions. Merci à vous pour votre présence et à demain pour d'autres conférences que vous retrouverez sur le programme de Cyclo Toulouse 2022. 3, 2, 1.